politique et administratif autoritaire des sens colonial. Olivier Bill, est-ce que vous regrettez ce système-là, puisque vous en êtes un bénéficiaire? Vous avez gagné des élections à Yabassi, n'eût été le concours du rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'UFP n'aurait jamais gagné une élection. Vous ne croyez pas en ce que vous dites, j'espère bien. Parce que le Yabassi n'a strictement rien à voir, au contraire. Si le RDPC avait pu nous retirer cette victoire... C'est le RDPC que vous avez soutenu là-bas. Mais non. Vous êtes comme un parti parachuté à Yabassi. En aucune manière, mais non. Je vous rappelle, et je rappelle généralement à mes amis journalistes que l'UFP est un parti foyiste. Et la victoire de Yabassi est une victoire qui relève la providence. Un point, un trait. Il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai envie de vous dire que M. Moukoko Mbonjo, élite éminente de Yabassi, n'est-ce pas? Eh bien, à manœuvrer de toutes les manières possibles pour que votre parti ne gagne pas. Avec Elecam, à même intimider les autorités administratives locales, de toutes les manières du monde pour que la victoire remportée à Yabassi revienne au RDPC. Mais malheureusement, les choses étaient verrouillées, mais pas verrouillées par les hommes, Xavier Messé. Ça veut dire que la démocratie fonctionne... La démocratie ne fonctionne donc pas, dans un registre où tous les fonctionnaires d'un État, tous les gestionnaires de budget d'un État sont à la solde d'un et d'un seul parti. Ça ne peut pas s'appeler démocratie. Et l'une des propositions que nous faisons à ce titre, et c'est un élément important sur lequel j'attire votre attention, c'est de dire que, pour le Cameroun, nous demandons que la compétition politique et électorale retrouve toute son équité. Et pour qu'elle la retrouve, il sera nécessaire, il va être nécessaire, et nous le ferons lorsque nous serons en situation, nous ferons en sorte que tout gestionnaire de budget, tout fonctionnaire qui a un poste de responsabilité ne puisse pas militer dans une formation, dans une organisation politique. Et nous appliquerons cette règle dans toute sa rigueur. Olivier Billet, ça ne s'appelle pas la dictature. Vous privez à quelqu'un la possibilité qu'il a, la liberté qu'il a de militer dans un parti politique? Non, ça ne s'appelle pas dictature, ça s'appelle désir de restaurer l'équité. Vous savez, Xavier Messé, je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, nous parlions un petit peu du jeune Bello qui a été victime de situations absolument incroyables à Ombessa. L'un des mots les plus nocifs que moi j'ai pu déceler dans la société camerounaise, ce mal-là s'appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie. La capacité que les gens peuvent avoir de dire des choses et de faire le contraire derrière. Vous comprenez? Donc, dans un pays comme le nôtre, dans le domaine de la démocratie, eh bien, vous avez des gens qui, généralement, vilipendent le RDPC la nuit, dans les chaumières, mais crient tous les mérites de Paul Biya lorsqu'ils se retrouvent en situation de meeting, ou alors lorsqu'ils se retrouvent sur des plateaux de télévision, etc. Je pense qu'il faut que ce pays soit totalement mis à l'abri de cette espèce d'hypocrisie extraordinaire et à grande échelle que je vois se dérouler. C'est peut-être ces gens-là que vous appelez les entrepreneurs politiques. Vous faites le portrait des personnes qui n'ont pas de culture politique et qui sont arrivées à diriger soit des partis politiques, soit à occuper de postes importants dans le parti politique. Le défaut de conviction, Alors, politique. Qu'est-ce que vous appelez entrepreneur politique? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui doit avoir quel niveau d'instruction? C'est quelqu'un qui doit avoir quelle moralité? C'est quelqu'un qui doit poser quels actes? Vous savez, ce n'est pas à moi de dire ce que doivent être les entrepreneurs politiques, parce que vous savez qu'en matière politique, c'est pas le niveau. Oui, mais c'est pas le niveau intellectuel qui fait la valeur de l'entrepreneur politique. Ce qui fait la valeur de l'entrepreneur politique, c'est d'abord, c'est le fait d'avoir foi en un projet, le fait d'être porteur, détenteur d'un projet viable, d'un projet crédible et d'un projet qui ait un substrat idéologique et doctrinal digne de ce nom. Et le problème au Cameroun, précisément, c'est que nous avons, depuis les années 1990-1991, vous avez bien sûr le privilège d'avoir vécu tous ces événements-là, c'est que vous avez tout un ensemble de, comment on va les appeler, de prestidigitateurs, d'imposteurs qui ont irrigué la scène politique sans la moindre idée, sans le moindre début d'idée, sans le moindre début de projet, simplement convaincus qu'ils pouvaient compter sur une base tribale, sur une base régionale, pour exister en tant qu'acteur politique et entrer dans une situation de bargaining, de négociation, de transaction avec le pouvoir central pour avoir un strapontin ça et là. Donc, l'entrepreneur politique digne de ce nom, à mon sens,
c'est un acteur qui vient en politique habité par un projet, imbibé d'une vision et désireux de mettre en œuvre cette vision. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Vous fustigez également la tribalisation de l'espace politique au Cameroun. Vous estimez que s'il n'y avait pas cette tribalisation, on aurait peut-être un parti de gauche, un parti d'extrême gauche, un parti du centre, un parti de centre droit, un parti du centre, d'extrême droite, non, de droite et d'extrême droite. Alors, vous ne pensez pas que c'est chimérique, ça, au Cameroun? Mais non, là, vous fixez une nomenclature. Mais c'est vous qui l'avez organisationnelle fixé. Qui est... C'est vous qui fixez ça dans votre livre. Je ne la fixe... En page 37. Oui, d'accord, mais je la fixe... Non, si vous avez lu plus attentivement ce que j'ai préconisé, c'est que dans le chapitre qui s'appelle Esquisse de structuration idéologique du paysage politique, ça c'est, nous sommes en page 56, parce qu'en page 37, la page 37 que vous évoquez, c'est une page dans laquelle je parle plutôt de l'organisation politique ailleurs, dans les pays comme la France. Et que nous devons prendre comme modèle puisque non, pas prendre comme modèle, justement. Parce que mais c'est une référence qui sortirait de la tribalisation, de la gestion ethnique du pouvoir. En page 56, précisément, Xavier Messé, qu'est-ce que je dis? Je dis que nos aînés politiques n'ont pas eu la lucidité de comprendre qu'au début de la démocratie, du mouvement de démocratisation, 90, 91, 92, il lui était intéressant que, eh bien, nous ayons, ou que nous eussions des, comment on va dire, un paysage politique, un political landscape organisé autour de 4 familles politiques, ou même de 4 partis politiques. Parce qu'en réalité, ce qu'on a laissé prospérer, c'est du libertinage politique. C'est un ultralibéralisme politique qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec 300, 400 partis politiques. Ça n'est pas pertinent comme modèle. Maintenant que plus de 25 ans se sont écoulés, que faut-il faire? La proposition très concrète que nous faisons, c'est de dire que, voilà, il faut donc, sur la base à la fois de notre histoire et de notre culture, réorganiser le paysage politique à la faveur de ce que nous appelons les États généraux de la démocratie, n'est-ce pas? Et plus généralement les États généraux de la nation, 4 familles de pensée qui seraient d'un côté les partis de gauche, la gauche classique. Ensuite, on aurait la gauche panafricaniste. Ensuite, on aurait le centre théiste et panafricaniste. Et puis, enfin, la droite conservatrice et libérale qui correspond davantage au RDPC. Donc, là-dedans, chacun des partis politiques existants actuellement viendrait tout simplement... Alors, évidemment, quand je propose cette nomenclature, c'est parce que j'ai quand même pris la peine d'observer attentivement nos organisations politiques et de questionner notre histoire et notre culture politique de manière à ce que tous nos partis politiques puissent trouver un cadre où s'insérer à travers ces 4... Senghor l'avait déjà fait quand il a libéralisé son pays. Il avait dit au Sénégal, la place pour 2 partis, pas pour 3. Vous êtes à gauche, vous vous alignez, vous êtes à droite, vous vous alignez. Olivier Billet, cela était peut-être un peu simpliste. Hein? Je pense que le contexte africain est plus complexe que cela. C'était peut-être pour aller dans une école de démocratie. Aujourd'hui, le Sénégal est un modèle. Peut-être parce qu'il est passé par là, c'est pas ça? Au modèle, c'est vous qui le dites. Hein? Bon. Quand le maire de Dakar est embastillé dans les conditions qu'on sait, quand on sait les conditions dans lesquelles M. Abdoulaye Wade et son fils ont voulu faire main basse sur le pouvoir et rentrer dans les logiques de ce que j'appelle la dynastisation du pouvoir.